Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui inaugurera un nouveau format qui s'appellera Histoire contre Histoire et qui aura pour but donc de faire la lumière en fait sur certains stéréotypes, certaines idées reçues qui courent soit sur le paganisme, soit sur les peuples païens. Donc voilà, on essaiera de comparer un petit peu toutes ces idées reçues, ces images d'Épinal et ces stéréotypes avec l'histoire, l'archéologie et ce que l'on sait aujourd'hui de tout ça. Et on essaiera de faire la part de vérité et la part de mensonges ou d'idées reçues. Donc ce sera un format qui se voudra relativement court, enfin sûrement plus court que les vidéos standards, à part peut-être celle-ci, puisque là j'ai énormément de choses à dire sur ce sujet, donc elle sera un peu plus longue, mais bref, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, bien sûr, le sujet, comme le titre de cette vidéo l'annonce, c'est le paganisme et l'alcool. Donc puisque entre le Romain imbibé de vin lors d'une orgie complètement dépravée, ou alors le Viking qui noie ses longues soirées d'hiver dans une corne d'hydromel, les stéréotypes ne manquent pas pour associer les peuples païens avec des gros alcooliques. Pour découvrir ce qu'il en était réellement, je vous propose de commencer par un petit tour d'horizon de l'Europe païenne de l'Antiquité aux Vikings et de découvrir les boissons qu'ils buvaient, quand, comment et dans quel contexte. On va commencer par la Grèce antique qui fut le berceau de la viticulture en Europe. Donc tout naturellement, on y buvait essentiellement du vin que l'on coupait à l'eau. Les Grecs brassaient également de l'hydromel, mais qui, additionné à certaines herbes, était souvent destiné à un usage médicinal. L'on connaissait également la bière, héritée des Égyptiens, mais on lui préférait généralement le vin. Pour ce qui est de sa consommation, durant la période classique, on observe une tradition de frugalité des repas. On se contente de peu et les excès sont mal vus. Ainsi, on ne boit pas durant la journée ni pendant les repas. La boisson commence traditionnellement après le repas du soir lors du symposium. Il s'agit de la deuxième partie d'un banquet durant laquelle les convives jouent à des jeux, écoutent de la musique ou des récitations, mais surtout parlent et débattent de sujets politiques, philosophiques ou autres, tout en buvant du vin, qui est dilué avec de l'eau pour diminuer les effets de l'alcool et ainsi pour pouvoir prolonger la soirée en buvant tout en gardant l'esprit clair et lucide nécessaire à ces débats. Car s'il est d'usage de boire de l'alcool et en particulier du vin durant le symposium, il est paradoxalement mal vu de ne pas être capable de résister à ses effets. Le vin étant là simplement pour aider les convives à ouvrir leur esprit et parler avec plus de liberté lors des échanges. C'est donc un acte social important pour le citoyen grec qui est régi par un code de conduite strict. Les femmes ne prennent traditionnellement pas part au symposium et la consommation d'alcool leur est même interdite dans certaines cités. De la même manière, les médecins grecs déconseillent généralement de donner du vin aux enfants. Mais les mœurs vont progressivement évoluer, et en particulier lors de la période hellénistique, c'est-à-dire à partir d'Alexandre le Grand. La consommation d'alcool se fera alors avec moins de retenue jusqu'à s'aligner sur les standards romains après l'intégration dans l'Empire. Mais le vin sert également dans le cadre religieux lors de libations offertes aux divinités. À ce propos, comment ne pas évoquer le culte de Dionysos, intimement lié à la boisson et ses excès. Mais si l'on remonte aux origines de ce culte, il s'agit en fait d'un dieu cornu, lié au feu et à la fertilité, mais pas forcément à l'ivresse. Donc son association avec l'alcool résulte en fait d'une évolution, pour ne pas dire une perversion de son culte, liée en partie à la pratique des oracles et en parallèle à l'évolution des mœurs grecques que je viens d'évoquer et qui sont liées aux pratiques romaines. À Rome justement, que boit-on ? Eh bien uniquement du vin. Toutes les autres boissons alcoolisées sont considérées comme barbares et donc indignes d'un citoyen romain. A noter que la consommation de vin pur est également considérée comme barbare. Voilà pourquoi, comme en Grèce, on le boit coupé avec de l'eau, ce qui permet de réduire sa concentration en alcool et diminuer ses effets. Mais la consommation de vin est globalement supérieure à ce qu'elle est en Grèce car on l'estime à environ 130 litres par an et par habitant. Ce qui peut paraître beaucoup, mais on est quand même très loin de la consommation durant le Moyen-Âge qui se monte, elle, entre 1 à 3 litres quotidiens. Dans les villes romaines, il existait des débits de boissons et l'on pouvait se procurer toutes sortes de vins. Mais être ivre en public devait être une chose honteuse pour un citoyen. Et bien que l'ivresse était parfois présentée en excuse lors de jugements et certains délits, la législation prévoyait des peines alourdies pour ceux qui commettaient des crimes en état d'ivresse, car dans l'Antiquité, tout homme était considéré responsable de ses actes, quelles que soient les circonstances. Aussi réservait-on plutôt le vin pour accompagner les repas et surtout lors des banquets et autres réceptions qui étaient données dans le cadre privé, puisqu'on ne buvait pas seul mais en groupe. Donc l'alcool avait également une fonction sociale importante comme chez les Grecs, et l'ivresse n'était pas une fin en soi, même si on faisait preuve de moins de retenue. Pour ce qui est des femmes, jusqu'au début du second siècle avant Jésus-Christ, il leur était interdit de boire du vin, même s'il est fort probable qu'elles y aient goûté en secret, comme en témoignent certaines pièces de théâtre qui ironisent sur ce sujet.
Quant aux enfants, la boisson leur est formellement déconseillée. Dans le cadre religieux, on peut citer le dieu Bacchus, équivalent romain de Dionysos, également lié aux excès en tout genre et en particulier le vin. Mais ici aussi à tort, car ici, même constat, le culte est à la base privé et a été déformé pour devenir un moment privilégié où l'ivresse publique était tolérée à l'occasion de fêtes bacchanales. Mais l'évolution des mœurs romaines, au départ modérée, puis banalisant de plus en plus l'ivresse et les excès liés à ce culte, qui dériva en véritable culte orgiaque de plus en plus fréquent, qui donnèrent une très mauvaise image et qui conduira à son interdiction pure et simple pendant un siècle et demi avant que César le réintroduise au calendrier romain. La période impériale fut sans conteste celle où le vin le plus coulait, au fur et à mesure que les mœurs se libéraient et la décadence s'installait au sein de la population, de plus en plus ramollie par le confort, l'abondance et les excès en tout genre, et influencée comme dans beaucoup d'autres domaines par les pratiques des peuples de la partie moyenne orientale de l'Empire, dont la consommation d'alcool était beaucoup plus ancienne et importante. Intéressons-nous maintenant au peuple celte qui brassait essentiellement de la bière d'orge simple appelée korma et une version miellée nommée zitos. Ce sont des boissons d'accueil que l'on brasse à domicile et sert aux invités pour leur faire honneur. En hommage aux visiteurs de prestige. Mais aussi en plus grosse quantité en préparation d'événements particuliers comme une fête saisonnière, une célébration d'une victoire ou autre. Les Celtes brassaient également de l'hydromel, boisson plus rare du fait de la nature de sa matière première, mais de fait plus recherchée et prestigieuse, possédant même un caractère sacré. Mais les Celtes et principalement les Gaulois importaient également du vin, acheté d'abord aux Grecs installés à Marseille, puis aux Romains. À la différence de ces derniers, ils le buvaient sans y ajouter d'eau. Ce vin était très cher à cause du coût du transport depuis le bassin méditerranéen jusqu'en Gaule, et même dans les îles britanniques. On mentionne même qu'une amphore de vin s'échangeait contre un esclave, donc seuls les plus riches pouvaient se permettre d'en acheter en quantité. Mais ce vin n'était pas réservé à la consommation privée des élites, il était surtout servi lors des banquets donnés par l'aristocratie pour des occasions particulières. Ces banquets, le vin et la nourriture qui étaient servis étaient une manière pour eux de redistribuer les richesses acquises aux hommes importants du clan selon une très importante tradition celte. Les seules sources antiques sur les mœurs celtes liées à l'alcool nous viennent une fois de plus du monde grec et romain, qui les décrivent comme des ivrognes, mais ceci s'explique par le fossé culturel qui existe entre ces peuples à propos de la boisson. En effet, les Romains considèrent la bière, principale boisson celte, comme absolument dégoûtante, et boire le vin pur comme un acte immoral, ce qui forcément influence considérablement leur jugement. Les Celtes n'étant pas plus ivrognes que les autres peuples antiques, et la consommation de boissons alcoolisées plus occasionnelle que quotidienne. En revanche, lors de ces occasions, il n'y avait semble-t-il pas de limite à sa consommation, source d'abus, mais qui restait de fait très rare. Le rôle religieux de la boisson chez les Celtes est également mal connu, mais l'hydromel avait une symbolique sacrée puisqu'on le mentionne dans la mythologie, et on en retrouve en guise d'offrande dans les tombes princières celtes, parfois en quantité très importante. Il est intéressant de noter que les Gaulois avaient deux mots distincts pour décrire les effets de l'alcool. On a d'une part meduo qui signifie enivré, et mesco qui veut dire ivre. Meduo étant un dérivé de medu, l'hydromel, ce qui semble donc associer cette boisson avec les premiers effets de l'alcool qui étaient certainement l'effet recherché lors de sa consommation. Il existe en outre un sobriquet connu pour désigner un Gaulois un peu trop porté sur la chopine, Courmisagios, qui signifie cherche cervoise. Cependant, il y a tout lieu de penser que les druides, forts de leur grande connaissance médicinale, avaient très certainement identifié les effets négatifs que peuvent avoir l'alcool et ainsi veillé à en préserver leur peuple aussi longtemps que dura leur influence. Après la guerre des Gaules et parallèlement à la romanisation, le commerce du vin a explosé dans les territoires nouvellement conquis par Rome. La bière et l'hydromel, produits localement, ont rapidement été remplacés par le vin importé puis produit sur place dans le sud de la Gaule. Les Germains de l'Antiquité brassaient essentiellement de l'hydromel, comme tous les autres peuples indo-européens, ainsi que de la bière. Tacite, dans sa description de la Germanie, nous renseigne sur les coutumes de ces peuples concernant la boisson. À la différence des Romains, ils n'ont pas d'heure convenable pour boire et le font avec moins de retenue. Cependant, il nous dit aussi que c'est lors des banquets que la boisson révèle la qualité qu'on lui prête, car dans le cadre de liberté que constitue un banquet, la boisson permet de délier les langues des convives, qui ainsi sont censés parler avec une totale franchise. Je le cite, « Ainsi respectent-ils le comportement propre à chaque moment. Ils délibèrent pendant le banquet lorsqu'ils sont incapables de feindre, ils prennent la décision après le banquet quand ils ne peuvent se fourvoyer. » Concernant le vin, César apporte aussi un témoignage, mais qui contredit Tacite, car si ce dernier nous apprend qu'ils en sont extrêmement friands, César affirme au contraire qu'ils en interdisent l'importation car ils estiment que le vin réduit l'endurance et le courage des hommes.
En réalité, il y a du vrai dans les deux cas, car s'il existe des preuves que les peuples germains voisins de la Gaule importaient du vin, il s'agit peut-être de la part de Tacite d'une suggestion de stratégie pour qui voudrait tenter de vaincre ces peuples qui tenaient militairement tête à Rome depuis si longtemps. Quant aux Germains, qui étaient plus éloignés de la sphère d'influence romaine, la description de César est tout à fait cohérente avec l'état d'esprit de ces peuples, qui refusent tout apport du monde civilisé qui serait susceptible de nuire à la qualité de leurs hommes. Quant aux femmes, selon Tacite, elles étaient insensibles aux vices et en particulier à l'alcool. Il ne faut pas oublier que, comme pour les Celtes, les habitudes de boisson des Germains faisaient passer ces peuples comme particulièrement grossiers pour un auteur romain, d'où une certaine exagération et mépris dans ses descriptions concernant les pratiques des barbares. Les sagas et autres textes décrivant la vie quotidienne à l'ère viking nous décrivent plus objectivement et précisément les habitudes des Scandinaves face à la boisson. Elle est systématiquement évoquée dans le cadre de banquets, lors des things, mariages, funérailles, mais aussi lors de certains événements spéciaux comme l'affranchissement d'un esclave par exemple. Lors duquel celui-ci devait brasser sa propre bière, puis la partager avec les autres membres de la maisonnée qui reconnaissaient ainsi et célébraient son accession au statut d'homme libre. Lors des banquets, il était de coutume de parler librement et d'annoncer à l'assemblée des projets comme par exemple un raid viking, une promesse de vengeance, une demande en mariage, etc. Démontrant ainsi une continuité des coutumes décrites par Tacite 8 siècles plus tôt, car ces paroles devaient obligatoirement se traduire par des actes, sans quoi celui qui les avait formulées se trouvait couvert de déshonneur car la parole donnée était sacrée et l'alcool jamais considéré comme une excuse pour avoir formulé des promesses trop légères. Bien que l'hydromel soit relié à la mythologie et notamment au dieu Odin et son Valhalla, il faut aussi noter que le Havamal, recueil de poésie formulant des leçons de sagesse norroise, porte 3 strophes entières visant à prévenir les hommes face à l'excès. Pour ce qui est du reste de l'Europe, plus à l'est, les sources sont rares, mais il semble qu'il y ait eu une tradition liée à l'alcool avant l'arrivée du christianisme, mais une fois de plus liée à des événements particuliers, religieux, publics ou privés. On peut donc penser que les coutumes de l'est de l'Europe ne différaient guère de celles des Celtes, mais surtout de leurs voisins germains. Voilà, alors maintenant qu'on a achevé ce petit tour d'Europe de la production et la consommation d'alcool, il faut s'intéresser maintenant à un élément qui est très important, c'est-à-dire la nature des boissons alcoolisées que l'on rencontrait à l'Antiquité et au Moyen-Âge, puisque pour la plupart elles n'ont absolument rien à voir avec leur équivalent moderne. Alors déjà, on doit écarter tout ce qui est boisson distillée, c'est-à-dire whisky, vodka, cognac, etc. Puisqu'on connaissait déjà le principe de distillation, mais on ne l'utilisait pas à des fins de production d'alcool. Alors déjà, on va commencer par le vin, qui, comme on l'a vu, était la boisson qui était la plus consommée et la plus produite, du moins dans le sud de l'Europe. Donc ce vin était très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Il était plus épais à cause des conservateurs qu'on y ajoutait, comme la poix, le plâtre, on y ajoutait même de l'eau de mer parfois. Et il était mielé pour en adoucir le goût, on y ajoutait souvent beaucoup d'épices ou des fleurs ou autres. Alors il existait une variété très importante de vins, dont certains étaient produits à partir de raisins qui étaient surmûris au soleil, un peu à la manière des vins de paille jurassiens de nos jours, afin de concentrer les sucres dans le raisin et aussi obtenir un potentiel d'alcool plus élevé. Mais il faut relativiser le taux d'alcool par le fait que non seulement le processus de fermentation n'était pas encore totalement maîtrisé à cette époque, mais également par le fait que, comme on l'a vu, le vin était bu coupé à l'eau de entre 1 à 5 fois, ce qui réduisait d'autant sa teneur en alcool. De même, il existait toute une variété de vins en termes de qualité, c'est-à-dire qu'on avait des simples piquettes qui étaient bues par le bas peuple ou encore par les légionnaires par exemple, qui étaient certainement assez faibles en taux d'alcool, et les grands crus qui eux étaient plus travaillés avec probablement un taux d'alcool plus élevé. Mais globalement, je pense qu'on peut l'estimer entre 10 à 15 degrés purs. Pour ce qui est de la bière, donc on lui donne ce nom, mais c'est un abus de langage puisque les bières de l'Antiquité n'étaient pas houblonnées, donc théoriquement ce ne sont pas des bières. Les Gaulois les appelaient Kerouésia ou encore Courmis, qui a donné le mot français cervoise. Alors ces cervoises étaient aromatisées avec des herbes ou encore avec du cumin chez les Gaulois. On n'y ajoutait pas de sucre, qui bien sûr était inconnu à cette époque, mais on y ajoutait éventuellement du miel pour favoriser la fermentation. Les levures qui produisaient cette fermentation étaient endogènes, donc elles étaient présentes en faible quantité, ce qui donnait en fait une fermentation assez basse qui a tendance à produire une boisson avec un très faible taux d'alcool, ce qui semble d'ailleurs confirmé par le fait que la cervoise se conservait très mal. L'hydromel semble être la boisson de l'Antiquité qui se rapproche le plus de sa version moderne, à ceci près que pour les mêmes raisons que j'ai évoquées pour la cervoise, c'est-à-dire levure endogène, absence d'ajout de sucre et fermentation assez mal maîtrisée, on obtenait un hydromel qui était
très probablement inférieur en taux d'alcool à celui qui est produit de nos jours, et un hydromel plus liquoreux du fait de la plus grande quantité de sucre résiduel non fermenté dans la boisson. Quelle que soit la boisson d'ailleurs, elle était certainement très différente d'un brassin à un autre, puisque pour les raisons que j'ai évoquées plus haut, mais aussi d'autres facteurs qui influencent la fermentation, comme par exemple les matières premières, le climat, l'environnement, etc., la dureté de l'eau, on va obtenir une boisson très différente d'une région ou d'un brassin à un autre. La standardisation de la production d'alcool n'intervenant qu'au XXe siècle avec son industrialisation. Il ne faut pas oublier non plus que nos ancêtres fabriquaient toutes sortes d'autres boissons non alcoolisées qui faisaient partie intégrante parfois de l'alimentation de base. Par exemple, on peut citer chez les Grecs le kykéon, qui était une eau d'orge parfumée à la menthe, très appréciée. Plus au nord, chez les Celtes et les Germains, on buvait énormément de lait, que ce soit frais ou fermenté, et d'ailleurs certaines de ces recettes ont traversé les âges, comme le fameux sourmjölk islandais. Mais on réalisait également des décoctions et des infusions, etc., qui étaient réalisées avec toutes sortes de plantes disponibles localement et qui étaient consommées pour le plaisir ou pour leur vertu médicinale. On entend aussi parfois que les boissons alcoolisées étaient consommées en grande quantité puisqu'on n'avait pas confiance dans le fait de consommer de l'eau qui était soi-disant polluée. Pour moi, cette affirmation n'est pas valable, ou du moins elle n'est pas valable à l'Antiquité, et peut-être valable au Moyen-Âge, à une époque où l'urbanisation s'est développée assez rapidement, mais sans les commodités en fait des villes de l'Antiquité romaine, c'est-à-dire les égouts, les aqueducs, etc. Et ce qui a pu entraîner une certaine pollution des puits, des rivières. Le problème que ne connaissaient pas bien sûr les villes grecques et romaines qui étaient alimentées en fait par des aqueducs qui acheminaient l'eau depuis des sources, donc qui acheminaient de l'eau potable jusque dans les villes. Et pour ce qui est des populations plus rurales qui vivaient dans les fermes isolées dans la campagne, ces fermes étaient installées traditionnellement à côté d'un point d'eau. Donc que ce soit une source qui était notamment vénérée chez les Celtes, ou encore un puits, etc. Et en l'absence de pesticides et de polluants chimiques qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas de raison que cette eau ne soit pas potable. De plus, des techniques de purification de l'eau existaient déjà, comme par exemple le fait de servir l'eau dans des contenants en argent qui a une action bactéricide. Donc en conclusion, on peut dire que si nos ancêtres ont bien entendu fait usage et parfois même abusé de la boisson, bien sûr, ces abus n'étaient ni fréquents ni totalement débridés, puisque ces abus étaient tolérés, on va dire, par la morale populaire que à partir du moment où ils s'inscrivaient dans un cadre particulier et dans une occasion particulière. Et la morale, que ce soit chez les Grecs, les Romains ou encore les Scandinaves, on l'a vu, prodiguait de sages conseils de modération. On imagine en effet assez mal un guerrier celte ou un guerrier germain qui était si attaché à leur honneur et à leur capacité physique devoir manquer une bataille pour tenir le lit et vomir leurs tripes suite à une soirée un petit peu trop arrosée. De même, on imagine assez mal les philosophes grecs ne plus être capables d'aligner deux mots durant un débat dont ils étaient pourtant si friands suite à une coupe de vin vidée un peu trop vite. Alors bien sûr, ici je fais des généralités. J'étudie la morale et les habitudes de consommation d'alcool dans la masse de la population. Et bien sûr, il a existé des ivrognes comme à toutes les époques. Mais ces ivrognes étaient une partie vraiment marginale de la population. Et d'ailleurs, ils étaient raillés pour ce trait de caractère, comme on l'a vu par des sobriquets ou encore ils étaient critiqués par leurs contemporains. Alors pour la majorité, l'ivresse totale, et encore moins le côté autodestructeur, n'était pas l'effet recherché. Et même si les effets de l'alcool ont pu être perçus comme mystérieux, voire même relevant quelque part du divin, il est très exagéré de dire que c'était un moyen pour eux de voyager dans le monde des dieux, comme on peut le lire parfois. C'était plus une recherche en fait de cet état de légèreté qui a tendance à inhiber les craintes et donner un sentiment de liberté qui était visé. Et beaucoup de gens, encore de nos jours, profitent de cet état justement pour se confier et leurs paroles se délient sans forcément être totalement ivre-mort. Alors l'alcoolisme de masse, qui pose un réel problème de société, ne semble pas avoir réellement existé en Europe avant le Moyen-Âge, voire même la Renaissance. En revanche, les problèmes liés à l'alcool sont bien attestés depuis l'Antiquité, voire même avant, en particulier au Moyen-Orient et notamment à Babylone, qui restait un petit peu l'image de cette société de vice et de décadence. On peut d'ailleurs se demander si c'est pas justement ce penchant des orientaux pour la boisson qui a poussé l'islam à interdire purement et simplement sa consommation à ses fidèles, alors que dans le même temps le christianisme intégrait le vin dans son culte.
Au Moyen-Âge, l'Église chrétienne justement a tenté de freiner un peu la consommation d'alcool qui devenait très importante et commençait à poser des problèmes, en l'associant justement à une pratique païenne, mais sans réel succès, si ce n'est celui de coller cette étiquette qui est encore persistante de nos jours sur les païens, aidé en ce sens, il est vrai, par les comportements de certains d'entre nous, et également par le récent rapprochement de la communauté, on va dire païenne, avec le milieu du métal qui lui est bien connu pour son penchant prononcé pour le haut. Mais ces agissements, donc de la part de certains païens, et là c'est que mon avis personnel, donc vous en faites ce que vous voulez, pour moi ils sont nuisibles au paganisme en règle générale parce qu'ils font que confirmer ces clichés que je tente justement d'essayer de briser un petit peu ici. Après vous faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas aussi perdre de vue que l'alcool, et en particulier l'alcool fort, représente un réel danger, c'est un réel poison pour la santé. D'ailleurs, même si sa vente est totalement libre et non régulée, il ne faut pas oublier que l'alcool a des effets plus dévastateurs sur l'organisme que certaines drogues dites dures. Donc les personnes qui me disent, j'entends des fois, oui mais moi les drogues jamais, par contre derrière ils vont se mettre des races totalement à l'alcool, au final c'est complètement paradoxal ce comportement. Et d'ailleurs si pour moi l'alcool n'est pas régulé, sa vente n'est pas régulée, c'est justement pour permettre de garder une certaine soupape de sécurité en fait, puisque les gens vont avoir tendance à noyer leur mal-être dans l'alcool plutôt que de tenter de retrouver leur liberté et leur fierté. Donc voilà, je tenais à évoquer ce sujet, ça va peut-être faire grincer les dents de certains d'entre vous, mais bon voilà, c'est un sujet qui me tenait à cœur, duquel je voulais parler, et je voulais essayer de casser ce cliché en fait du païen alcoolique, enfin en tout cas du fait que l'alcool soit intimement relié au paganisme, car pour moi c'est pas le cas, puisque les païens, en tout cas dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, ils picolaient pas plus que d'autres, en tout cas, voire même moins, comme je vous l'ai montré dans cette vidéo. Et le fait justement d'adopter une posture de retenue un petit peu et de réserver l'alcool à certaines occasions, comme ce fut le cas autrefois, ça permet justement de redonner en fait à la consommation d'alcool ses lettres de noblesse et de resacraliser en fait quelque part cet acte qui était donc un acte social et un acte important. Je pense que boire une bonne bière artisanale de temps en temps, c'est bien plus agréable en fait que de se murger la tronche toute la semaine à la 8-6 quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, je sais que voilà, certains ne seront pas d'accord, vous avez tout à fait le droit. Mais bon, je tenais à donner mon avis sur la question, un sujet qui est rarement évoqué et qui pourtant, je trouve, mérite le détour. Donc voilà, c'est fait, n'hésitez pas à réagir, à donner votre avis, à partager la vidéo, pourquoi pas, à vous abonner, etc. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.